Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, après avoir passé en revue un certain nombre de séances dans des séquences qui portent à des cours magistraux, dans des domaines évidemment qui versent soit dans le droit privé, soit dans le droit public. Personnellement, j'ai assuré plusieurs séquences sur les libertés publiques, le droit de l'homme, une liberté qui est au confinement, au croisement d'un certain nombre de disciplines que nous avons eu l'occasion d'évoquer, non seulement dans la philosophie dans les sciences sociales, mais aussi nous avons traité taillé même le régime juridique des différentes libertés publiques, qu'il s'agit de libertés collectives ou de libertés individuelles. Aujourd'hui, on va évoquer un autre point qui est d'une extrême importance. Il s'agit d'organiser la mémoire ou d'organiser même l'intelligence. C'est-à-dire, on va évoquer un point, un problème qui est inhérent à l'esprit de l'organisation. Je vous parle en l'occurrence de la méthodologie. Comment traiter un sujet de droit, une dissertation juridique ou une dissertation politico-juridique, vous avez le croisement, et généralement quand on parle de dissertation d'un examen, il se rapporte normalement au cours. Alors quand il se rapporte au cours, on peut dire qu'il s'agit tout simplement d'un rapport de mémoire, une œuvre de mémoire. Mais généralement, le droit n'est pas une œuvre de mémoire. Il est aussi et principalement une œuvre d'intelligence. Comment on peut avoir la capacité d'organiser notre esprit sur la base de la réflexion. Et le droit est par excellence, moi je l'appelle une matière, moi je le dis toujours, le plus souvent, un savoir, un espace de réflexion. Et qui obéit à de multiples conditions. Soit on va réfléchir dans une thématique qui se rapporte au commentaire d'arrêt. D'ailleurs, quand on parle de commentaire d'arrêt, c'est le champ privilégié pour les juristes, purement les juristes, et surtout en droit privé. Le commentaire d'un texte ou d'une citation, un discours, une disposition, etc. Donc, vous allez développer l'idée sur la base de ce que vous avez appris. Non seulement ce que vous avez vu lors des cours magistraux, mais aussi le renvoi à la biographie, ce que vous avez lu durant le semestre. Et vous avez un autre cas, une autre piste de réflexion qui se rapporte au cas pratique. Sachant aujourd'hui que l'université, il verse dans la sphère socio-économique, son environnement évidemment, et que le savoir nécessite la pratique. Donc, toujours on part des études ou des réflexions qui sont empiriques. Toutes ces formes d'examen nécessitent deux choses. Un, l'intelligence. Deux, comprendre, la compréhension. Et il y a une autre condition qu'on peut rajouter, c'est la maîtrise linguistique, la langue, au niveau de la forme, au niveau de la formulation de phrases, au niveau de la ponctuation, au niveau de la forme syntaxique, etc. Donc vous avez trois conditions, même voir quand on parle du linguistique, il faut encore voir même le cheminement sémantique, quel est le sens qu'on peut donner à telle ou telle phrase, ou telle idée. Donc c'est l'essentiel quand on veut commenter une citation ou commenter un arrêt, il faut toujours comprendre le sens de la citation, du commentaire, du texte, de la disposition. Donc c'est le premier travail consiste d'abord à comprendre le sujet sur la base
de cette compréhension, vous allez préparer la première mouture de votre plan. Il s'agit de la phase dite de conception du plan. C'est-à-dire, dans un brouillon, commencer à concevoir le plan à travers ce que vous avez, à travers le texte, évidemment, qui est déposé devant vous. Donc, pour identifier correctement le sujet qui vous est soumis, et pour éviter tout hors-sujet, la réflexion va vous permettre, et la compréhension corrélativement, la compréhension va vous permettre de faire soigneusement le point sur la manière dont le sujet vous est posé. En d'autres termes, c'est chercher à comprendre ce que vous est demandé. Donc, comptez sur la mémoire, sans développer votre réflexion, cela risque de ne pas trouver le fil, ni le sens, ni l'idée, ni le fil directeur de votre sujet. Et votre dissertation, évidemment, ne va pas sans difficulté. Alors, pour évidemment, mettre fin à ces difficultés ou les réduire, parce qu'il n'y a pas d'une dissertation sans risque, il n'y a pas d'examen sans risque, parce que vous avez évidemment un certain nombre de pistes, c'est à vous de chercher la piste qui mène à Rome, c'est-à-dire la piste juste. Alors, pour évidemment éviter les confusions de pistes, il faut avoir l'art de délimiter le sujet. Donc, parmi les phases, les premières phases, c'est la délimitation du sujet. C'est-à-dire, généralement, la délimitation, vous savez, non seulement dans les thèses, dans les mémoires, mais dans les examens normaux, dans les examens ordinaires. Donc, il est impératif de ne pas laisser de côté tout ce qui fait partie du sujet, mais aussi, il est aussi impératif d'exclure tout ce qui ne fait pas partie du sujet. Donc, c'est un travail de réflexion et un travail d'art en même temps. Puis vient la phase de réflexion dont je vous ai parlé. Et je dirais une réflexion en profondeur, pas superficielle. Et à plus forte concentration, ça va vous permettre d'éviter d'ajouter des propos ou des développements étrangers qui n'ont pas restent sans utilité ou des pléonasmes qui restent sans sens. Surtout si le candidat estime que la dissertation est squelettique. Alors il faut le remplir. Donc ce remplissage inutile, c'est à éviter. C'est pour cela que tout cela, ce tamissage, ce filtrage, répond à l'axe de délimitation, voir ce qu'on peut dire, voir ce qu'on ne peut pas dire. Faut-il donc se dire en d'autres termes, faut pas remplir du n'importe quoi ou l'inutile. Deuxième point, après la délimitation, il faut avoir des idées comment rassembler vos connaissances, qui sont d'ailleurs éparses, diffuses. Et une fois que vous avez la capacité ou le pouvoir de commander votre sujet, vous allez poser les étés. C'est-à-dire, on dit étayer un sujet, c'est développer votre réflexion. Étayer, le verbe étayer. C'est-à-dire poser les fondements de votre sujet sur la base de la matière première, la connaissance. Et la connaissance, ou étayer le sujet sur des fondements dits réflexifs, alimentés par la connaissance que vous avez dans votre mémoire. Alors, poser les fondements, c'est-à-dire les constituants du plan, évidemment, c'est déjà des piliers, et que vous allez substantialiser ces piliers. Vous allez garnir votre pilier de connaissance qui va dans le sens du sujet qu'on vous a donné, et avec une délimitation très sérieuse et soigneuse. Poser les fondements serait le moment favorable, propice pour utiliser votre mémoire, c'est très important,
malgré qu'on compte toujours la mémoire, c'est dans l'accessoire, c'est pas dans le principal. Ici, de rappeler dans quelques passages, ou dans quel passage de cours ou de l'ouvrage, ou du support pédagogique aussi, que vous avez étudié. Dans quelle section, dans quel paragraphe du développement ont été consacrés à la question que vous êtes censé traiter. Mais plus souvent, le sujet ne sera pas nécessairement exposé sous la forme dans laquelle il vous est assuré dans le cours. C'est toujours éviter le copier-coller, ça n'a pas de sens. Il faut que faire apparaître votre effort personnel. Donc le caractère, votre enseignant, il va dire voilà, j'ai donné tel cours, mais je me suis constaté que dans telle ou telle copie, il y a évidemment un plus, et ce plus dépend de votre effort. Bibliographie, lecture, etc. Surtout, il faudra souvent puiser des éléments de votre dissertation dans plusieurs axes du cours. Parfois, vous trouvez une question qui se rapporte à plusieurs axes, plusieurs parties. C'est à vous de rassembler d'une manière harmonieuse les idées et de les alimenter avec vos idées que vous avez. Surtout si la question porte sur une comparaison. Donc l'approche comparative est usuelle. Plus souvent, vous allez voir ça en matière de droit constitutionnel que vous allez comparer les régimes. C'est-à-dire, il est déconseillé de caser dans la première partie le régime politique, par exemple, présidentiel, dans la deuxième partie, le régime britannique, parlementaire. Donc, comparer au fur et à mesure qui sont les rassemblances, qui sont les spécificités au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, et on va, en même temps, on fait la comparaison entre les deux ou trois caractéristiques d'un régime par rapport à l'autre, on le fait en filigrane d'une manière harmonieuse. C'est insensé de mettre dans le sac ou dans le panier A le régime parlementaire, dans le panier B le régime présidentiel, ou dire que je parle de la comparaison. Ça n'a pas de sens. Donc la comparaison, ça nécessite de tirer un peu le côté de ressemblance et le côté, les originalités de chaque régime. Et cela doit se faire selon un fil directeur bien précis. Aussi dans la matière de l'histoire des idées politiques, c'est la même chose. On va comparer comme ça la pensée de Hobbes par rapport à la pensée de Jean Bodin. Il faut voir dans quel sens ils sont conservateurs, dans quel sens chacun d'eux a une voie de pensée à suivre. Donc c'est par exemple la pensée de Hobbes sur la pensée de Bodin sur la conception, le concept de l'État. Donc c'est à vous de voir dans quelle mesure vous allez harmoniser vos idées, de parler tantôt de Hobbes, tantôt de Jean Bodin, de façon à ne pas d'observer correctement et soigneusement votre fil en fonction du plan que vous avez proposé. Donc, au niveau du plan, c'est très important aussi le plan, parce que le plan il est fondamental, c'est le schéma, c'est l'architecture, c'est l'architecte qui parle dans ce sens. Et vous avez toute la latitude, évidemment, de choisir un plan autre que celui du cours, c'est-à-dire, ça se pratique même dans les thèses, dans les mémoires, il n'y a pas un plan définitif. Au fur et à mesure que l'idée mûrit, on atteint une certaine maturité, on change automatiquement le plan. Mais étant donné que nous avons 2 heures, 1 heure et demie, c'est à vous de choisir, en fonction d'un embryon que vous allez voir, d'établir un petit plan. En même temps, en rédigeant, on peut changer des idées, on peut changer des axes, au fur et à mesure, un peu des besoins de la pensée de votre idée, sur le sujet. Donc, on vous sera gré de faire preuve d'originalité.
évidemment, c'est-à-dire il ne faut pas copier-coller du plan de votre professeur. Donc il faut quand même choisir pour voir que vous avez compris, que vous avez fourni un effort. Pourquoi ne pas concevoir un plan unique, personnel ou personnalisant, et c'est un des critères pour l'évaluation, vous dire voilà que l'étudiant il a fourni un effort. Et évidemment, c'est un critère, le plan, on va le voir, sur lequel on juge la qualité du travail du candidat. Donc, ce plan, il est nécessaire, il est impératif, il s'impose dans toutes les formes d'examen écrits, même dans les examens oraux, parfois on vous demande un petit plan, c'est-à-dire vous allez un peu brosser un peu l'itinéraire, le cheminement des axes que vous allez traiter, que vous allez défendre. Donc, il faut, la première condition quand on évoque le plan, il faut qu'il soit un plan vigoureux, rigoureux, cohérent, et qui marque aussi que le candidat respecte le fil directeur un peu de son travail. C'est-à-dire, quand je parle de fil directeur, c'est-à-dire observer l'idée force qui constitue l'ossature de votre sujet, et à travers l'observance plutôt de l'idée, alors on peut évaluer que le candidat a construit l'originalité de l'œuvre de son travail. Donc la dissertation n'est pas une œuvre facile parce que vous allez avoir emprunté des idées, des pensées des autres, à coudre avec harmonie, avec cohérence. En d'autres termes, il faut ressouder un peu les fragments de la problématique de l'idée soulevée. Moi, je parle pas de problématique à mes étudiants, parce que la problématique, ça nécessite le temps, ça nécessite du développement, et il ne peut pas faire observer une problématique dans une copie qui demande une rédaction qui ne dépasse pas une durée de 2 heures ou 1 heure et demie. Donc moi je parle un peu d'idées soulevées, de ce que nous demande votre professeur. Et cela s'appelle l'analyse, c'est-à-dire, il faut dire, pas de problématique, je parle de l'analyse, ou parfois je parle de la synthèse quand je parle des cas empiriques. Donc le plan est une traduction des questions, voilà, je reviens au plan, et qui mérite des réponses, voilà, tout simplement, et qui devrait nécessairement retenir un plan, une place dans votre plan. Quelle est l'idée force qui va prendre une place centrale dans votre plan. Et évidemment, vous avez les questions qui méritent des développements, celles qui suscitent des débats, des discussions. Tâchez bien de deviner pourquoi le sujet vous a été donné, c'est-à-dire qu'il est un peu de lire un peu, donc vous allez deviner un peu l'idée que voulait votre professeur traduire sous forme d'examen. Et parfois, évidemment, vu l'importance du sujet, vu ses intérêts aussi bien théorique que pratique, mais est-ce qu'il est évidemment d'actualité? Donc, on vous sera reconnaissant aussi, quand je parle d'actualité, il faut actualiser le sujet, de l'actualité, c'est-à-dire le rajeunissement, on vous appelle à respecter un paramètre qui est très important de rajeunir, on dit le rajeunissement du sujet, c'est-à-dire il faut l'actualiser. Par des nouvelles questions à approfondir, etc. Du reste, donc, la mise en valeur du problème qui est à l'origine de votre sujet, et puis vous allez fixer un peu l'ordre de votre développement. Au niveau de l'introduction, tout simplement, vous savez qu'une introduction, c'est une présentation du travail. Ça ne nécessite pas de creuser en profondeur. Et il faut quand même délimiter le sujet, parce qu'il faut une délimitation. Donc l'idée que je vous ai, c'est toujours, il faut avoir cette idée fixée dans votre pensée, c'est la délimitation, c'est-à-dire il faut que le lecteur, l'enseignant, le correcteur sache de quoi il va être question, de quoi vous parlez. Donc démontrez votre intérêt c'est pourquoi l'intérêt du sujet, c'est pourquoi que le sujet mérite d'être examiné. S'il y a une histoire du sujet, c'est dans l'introduction que vous allez le faire, à moins que si le sujet globalement, l'intégralité du sujet, il est d'ordre
historique. Mais l'histoire, elle est dedans, dans la présentation de votre sujet qui est l'introduction, et puis vous allez annoncer des idées directrices que vous allez traiter, que vous avez dégagées de l'étude, ce que vous allez vous oblige vous efforce même, c'est la contrainte d'examen, c'est le stress. On vous stresse quand même de construire ces idées à travers que vous avez exposé, présenté dans votre introduction, en respectant, en observant le fil directeur dont je vous ai parlé. Donc, et puis, deuxième, c'est présenter un travail, c'est démontrer son importance, au niveau doctrine, au niveau jurisprudentiel, au niveau même réflexion, pensée, etc. Quand on parle évidemment du droit constitutionnel, on parle de la pensée politique. Et vous avez l'histoire qui est très importante, il faut quelques lignes sur l'histoire du sujet, et puis vous annoncez les idées qui constituent les axes principaux que vous allez, qu'on vous stresse d'examiner ou de traiter, puis vous allez annoncer les axes du plan choisi à la fin de l'introduction. Alors, normalement, la tradition chez nous, c'est toujours, il faut diviser le plan de partie, donc vous avez deux formes de voir comment, soit que la deuxième partie est le prolongement de la première, c'est toujours, vous avez une ligne droite, soit que la première et la deuxième partie sont dialectiques. Et c'est un débat qui demande beaucoup de réflexion. Les suites de parties sont subdivisées aussi, chaque partie est subdivisée en 2, 3, 1, 2, 1, 2, pour avoir un peu un plan équilibré, parce que ce qui est très important dans l'examen, ce n'est pas la quantité de savoir que vous allez exposer, mais ce qui est essentiel, c'est votre capacité d'organiser ces idées. Voilà l'effort que, évidemment, et c'est le rôle d'ailleurs du travaux dirigés. Pourquoi on investit dans les travaux dirigés? C'est pour pouvoir commenter un arrêt, c'est pour pouvoir développer une pensée politique ou une réflexion juridique sur la base de l'organisation. Donc l'organisation, il s'impose. Donc justement, le plan en 2 parties, puis subdivisé en 2 sous-parties, 1, 2, tout simplement, éviter le désir de parties. Moi, je déconseillé d'écrire dans votre première partie de 3 ou 4 pages et de réserver à la deuxième partie 1 page ou 2 pages. Donc, il y a tout un déséquilibre de forme qu'il faut éviter. Évitez beaucoup de subdivisions parce que vous allez, beaucoup de subdivisions va évidemment déranger votre fil directeur. Suivre correctement le développement, éviter des idées utiles, le pléonasme d'idées, garder le plan toujours présent à la mémoire en rédigeant, sinon le plan ne serait pas reste sans valeur. Les idées forces que vous comptez développer doivent être soigneusement, minutieusement réparties entre les différentes subdivisions du droit. Le plan doit être commandé par l'idée générale. Voilà ce qui est très important dans le sujet, l'axe que vous avez, objet de la question. Donc il y a des formes développées, adoptées, évidemment, quand je parle de parties. Ne choisissez pas de reprendre les mêmes idées dans les 2 parties, c'est à éviter. Donc vous allez tomber dans les redondances ou dans les répétitions qui vont un peu dévaloriser votre rapport. Donc vous allez tout simplement au niveau de chaque plan, chaque titre, chaque sous-titre, il faut indiquer le titre de chaque partie, de chaque axe, et le titre il va pas être assez lent. Évitez d'introduire les verbes dans les titres. Donc il faut, moi je parle par exemple c'est la méthode que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser le titre en 2, 3 mots, pas plus, ou un nom et un participe passé. Et donc, par exemple, je dis, évitez même les quelques titres un peu ordinaires, le Parlement, les expériences parlementaires au Maroc. Donc, moi, je dirais d'une expérience à l'autre, le Parlement. Donc, il faut avoir un peu l'art de formuler un peu les titres,
pour que vous soyez un peu séduisant dans votre respecter les transitions. Et finalement, la conclusion, c'est le résultat de votre travail, démontrer l'exactitude des idées que vous avez avancées. Et évidemment, c'est très difficile de le voir si ça prouve fort bien que quand on parle au niveau de la conclusion, ça veut dire que vous avez maîtrisé le développement. Sinon, vous ne serez pas en mesure de faire une petite, vous allez tomber dans la répétition. Donc, évitez, et évidemment, ça renvoie à la perspective d'avenir quand je parle de la conclusion. Dans la rédaction, utilisez un langage juridique qui est d'ailleurs le langage précis. Tâchez d'écrire des phrases simples et élégantes. Évitez les idées subtiles car elles sont l'ennemi de la rigueur et de la clarté. Et écrire lisiblement. C'est très important. Voilà à peu près en résumé ce que je vous recommande à mes étudiants et mes étudiantes de le faire. Et ben najah, Inch'Allah, et je vous remercie.